Elle était un volcan d'idées. Nous espérons exhumer pour en savoir plus sur ses plans, sur elle-même, sa dynastie. Lorsque des scientifiques ont extrait de l'ADN de la momie perdue depuis longtemps de la reine Hatshepsut, ils s'attendaient à découvrir la confirmation de la lignée royale et de l'histoire. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé a envoyé des ondes de choc dans le monde archéologique. Cachés dans son code génétique se trouvaient des indices qui révélaient non seulement la véritable identité de la reine, mais soulevaient également des questions troublantes sur sa santé, sa mort mystérieuse et même l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Pendant des siècles, les historiens ont dépeint Hatshepsut comme une dirigeante brillante qui a défié la tradition pour s'asseoir sur le trône d'Égypte. Pourtant, les preuves ADN racontaient une histoire bien plus étrange, une histoire qui la reliait à des secrets oubliés enfouis profondément dans les sables de Luxor et changeait ce que nous pensions savoir de l'âge d'or de l'Égypte. Leur découverte n'a pas seulement réécrit sa biographie. Au lieu de cela, ce qu'ils ont trouvé dans l'ADN de la reine Hatshepsut a révélé une étrange découverte sur la dirigeante égyptienne. L'ascension de la pharaone d'Égypte. Bien avant que le nom de Cléopâtre ne devienne synonyme de beauté, d'intelligence et de pouvoir, une autre femme a brisé les frontières de la tradition et a changé à jamais le visage de l'histoire égyptienne. La reine Hatshepsut. Elle n'est pas née dans l'obscurité, ni poussée vers la grandeur par accident. Son destin était soigneusement tissé dans la tapisserie dorée de la lignée royale égyptienne. Née vers 507 avant notre ère, Hatshepsut était la fille du pharaon Thoutmôsis Boyer et de sa principale épouse royale Amos, tous deux de sang noble et divin. Le règne de son père fut une période de prospérité et d'expansion, et son influence laissa une impression durable sur la jeune princesse. Enfant privilégié, Hatshepsut a été formée à l'administration, à la religion et à la gouvernance, une opportunité rare pour les femmes de son époque. Mais même cette éducation privilégiée n'aurait pas pu prédire qu'elle se couronnerait un jour pharaon d'Égypte, l'incarnation vivante d'un dieu sur terre. Après la mort de son père, Hatshepsut épousa son demi-frère Thoutmôsis II, comme il était de coutume parmi les familles royales d'Égypte pour préserver la pureté de la lignée divine. Leur union, bien que politiquement nécessaire, ne produisit qu'une seule fille, Néferouré. Thoutmôsis II eut cependant un fils, Thoutmôsis III, d'une épouse secondaire nommée Isis. Lorsque Thoutmôsis II mourut jeune, la cour égyptienne fut plongée dans l'incertitude. Le garçon Thoutmôsis III, bien qu'héritier du trône, était beaucoup trop jeune pour gouverner le vaste et complexe royaume. La tradition dictait qu'un régent gouvernerait jusqu'à sa majorité. Et ce régent finit par être nul autre que sa belle-mère et tante, Hatshepsut. Au début, elle semblait se contenter de régner au nom du jeune roi, remplissant le rôle féminin traditionnel de gardienne et de protectrice du trône. Pourtant, au fil des mois, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. L'influence d'Hatshepsut grandit, son autorité s'approfondit, et les frontières entre régente et dirigeante s'estompèrent. Soutenue par de puissants prêtres d'Amon, la principale divinité de l'Égypte, et un cercle loyal de conseillers, elle prit une mesure audacieuse sans précédent dans la longue histoire patriarcale de l'Égypte. Elle se proclama pharaon d'Égypte. Pour le monde antique, c'était un acte radical. Le trône d'Égypte était considéré comme divinement masculin, une position occupée par des dieux et des rois, et non par des reines. Mais Hatshepsut n'était pas une femme ordinaire. Avec une perspicacité politique remarquable, elle construisit un récit qui légitimait sa domination non pas comme une rébellion, mais comme une destinée divine. Dans les inscriptions et les reliefs des temples, elle se présentait comme la fille d'Amon, conçue lorsque le dieu lui-même prit la forme de son père pour assurer sa naissance divine. Elle adopta tous les symboles et attributs de la royauté, la coiffe de Némès,
le cobra uræus, le kilt royal et même la fausse barbe traditionnellement portée par les pharaons masculins. Elle se fit appeler Sa Majesté dans les inscriptions, non pas pour dissimuler sa féminité, mais pour renforcer l'autorité divine qui transcendait le genre. Son règne, d'une durée d'environ 22 ans, devint l'une des périodes les plus paisibles et prospères du nouvel empire égyptien. Contrairement à de nombreux dirigeants avant et après elle, l'héritage d'Hatchepsout ne fut pas défini par des conquêtes militaires, mais par la relance économique, l'innovation architecturale et la renaissance culturelle. Elle lança d'ambitieux projets de construction à travers la vallée du Nil, chaque monument témoignant de sa vision et de son règne divinement ordonné. Le plus magnifique de tous était son temple funéraire à Deir el-Bahari, près de Luxor moderne, un chef-d'œuvre de l'architecture antique. S'élevant en grande terrasse contre les falaises, il symbolisait l'harmonie entre la terre et les cieux. Ses murs étaient couverts de reliefs vifs, représentant sa naissance divine, son couronnement et ses réalisations. Aujourd'hui encore, Deir el-Bahari est l'un des monuments les plus époustouflants du monde antique, un témoin silencieux de l'éclat durable de la reine Hatshepsut. Au-delà de l'architecture, Hatshepsut revitalisa le commerce et la diplomatie de l'Égypte. Elle rouvrit d'anciennes routes commerciales longtemps abandonnées, après des périodes d'instabilité, envoyant notamment une grande expédition vers le pays mystérieux de Pant, que l'on pense se trouver près de la Somalie ou de l'Érythrée actuelle. Les reliefs de Deir el-Bahari décrivent de manière vivante ce voyage. Des navires imposants chargés d'or, d'ivoire, de bois exotiques, de léopards, d'encens et d'arbres à myrrhe vivants qui furent ensuite plantés dans les cours des temples. Ce voyage réussi enrichit non seulement l'économie de l'Égypte, mais consolida également sa réputation de dirigeante favorisée par les dieux. Sous sa main ferme, l'Égypte prospéra. Les temples de Karnak s'agrandirent, l'agriculture prospéra et les arts connurent un âge d'or. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et la dévotion aux dieux, preuve que le leadership n'était pas défini par le genre, mais par la sagesse et la vision. Pourtant, après sa mort, l'histoire prit une tournure plus sombre. Lorsque Thoutmôsis III finit par assumer le contrôle total, il commença une campagne systématique pour effacer Hatshepsut de la mémoire. Ses statues furent détruites, ses images défigurées et son nom effacé des monuments royaux et des listes de rois. Pendant des siècles, son existence fut presque oubliée, cachée sous les sables du temps. Les chercheurs débattent encore de ses motifs. Ressentiment, nécessité politique ou simplement une tentative de restaurer l'image traditionnelle de la royauté. Quelles que soient ces raisons, ces efforts ont finalement échoué, car la fascination pour cette figure mystérieuse a refait surface. Mais la question est de savoir comment tant de lacunes dans nos connaissances ont-elles pu exister pendant si longtemps au sujet d'une figure aussi influente. La recherche de sa momie. Pendant des siècles, la reine Hatshepsut est restée l'une des énigmes les plus fascinantes de l'Égypte ancienne. Son règne était bien documenté. Ses temples, obélisques et inscriptions découverts parlaient de prospérité, d'innovation et de royauté divine. Pourtant, ses restes physiques étaient manquants. Mais contrairement à d'autres souverains du Nouvel Empire, dont les momies avaient été exhumées avec de grandes cérémonies, le corps d'Hatshepsut était introuvable. C'était comme si la terre elle-même avait conspiré pour la garder cachée. Sans sa momie, les égyptologues ne pouvaient pas confirmer comment elle avait vécu, comment elle était morte, ni ce que sa redécouverte pourrait révéler sur la femme qui avait osé devenir pharaon. Le mystère commença à prendre forme en 1903, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter, alors encore à des années de sa découverte du tombeau de Toutankhamon, tomba sur un modeste site funéraire dans la vallée des rois.
une petite chambre aujourd'hui répertoriée sous le nom de tombe KV60. Contrairement aux grands tombeaux royaux creusés profondément dans les falaises, KV60 était sans impression, grossièrement taillé et désordonné. À l'intérieur, Carter trouva 2 momies de femmes. L'une reposait dans un cercueil en bois inscrit du nom de Sitra Inn, que les archives historiques identifiaient comme la nourrice royale d'Hatshepsut, la femme qui avait pris soin d'elle depuis son enfance. L'autre momie, cependant, était beaucoup plus mystérieuse. Elle gisait sans cérémonie sur le sol, non emballée, non marquée et non identifiée. À l'époque, Carter n'aurait pas pu connaître l'ampleur de ce qu'il avait découvert. En l'absence d'inscriptions ou d'artefacts reliant la seconde momie à la royauté, il la catalogua, scella le tombeau et passa à autre chose. Pendant des décennies, les 2 femmes de KV60 tombèrent dans l'oubli, mentionnées seulement brièvement dans les archives archéologiques. La momie non marquée fut considérée comme une servante inconnue ou une noble de moindre importance, sa véritable identité perdue sous les sables du temps. Pendant ce temps, un autre tombeau, KV20, censé être le site funéraire officiel d'Hatshepsut, n'offrait aucune réponse. Lorsque les explorateurs y pénétrèrent, ils trouvèrent 2 magnifiques sarcophages en pierre, l'un inscrit du nom d'Hatshepsut elle-même, l'autre dédié à son père. Toutmosis y est. Les 2 étaient vides. Il semblait que la reine qui avait construit l'un des monuments les plus emblématiques d'Égypte, le temple à terrasse de Deir el-Bahari, avait disparu de son propre lieu de repos. La disparition laissa les égyptologues perplexes pendant des décennies. Certains spéculèrent que son beau-fils, Toutmosis III, qui régna plus tard comme pharaon, avait détruit sa momie dans le cadre d'une campagne visant à l'effacer de l'histoire. D'autres ont proposé que des prêtres, craignant une profanation, aient caché son corps dans un autre tombeau. Quelques-uns se sont même demandé si des pilleurs de tombes n'avaient pas pillé son sarcophage bien avant l'arrivée des archéologues modernes. Quelle qu'en soit la raison, les restes de Hatshepsut, comme sa réputation, avaient été perdus dans le temps. Puis, plus d'1 siècle après la discrète découverte de Carter, le mystère refit surface. En 2007, le docteur Zahi Hawass, alors chef des antiquités égyptiennes, lança une nouvelle enquête sur la momie disparue d'Hatshepsut. Utilisant des méthodes médico-légales avancées jamais appliquées auparavant aux momies égyptiennes, notamment des tomodensitométries, des tests ADN et une reconstruction faciale numérique, Hawass et son équipe rouvrirent la tombe KV60 négligée. À l'intérieur, ils réexaminèrent les 2 momies que Carter avait découvertes plus de 100 ans auparavant. Les inscriptions confirmèrent que l'une était bien Sitterine, mais l'identité de l'autre femme, celle qui gisait sur le sol, restait non résolue. Puis vint un indice capital. Au musée égyptien du Caire, des conservateurs localisèrent une petite boîte en bois portant le cartouche d'Hatshepsut, ou nom royal. À l'intérieur se trouvait une seule dent soigneusement conservée pendant des millénaires. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus extraordinaires de l'égyptologie moderne. L'équipe compara la dent avec les tomodensitométries de la mâchoire de la momie non marquée de KV60. Étonnamment, la dent s'inséra parfaitement dans l'espace de sa mâchoire supérieure. Une correspondance médico-légale si exacte que même les scientifiques modernes ne pouvaient la contester. La momie autrefois mise de côté comme insignifiante était en fait la reine Hatshepsut elle-même. C'est choquant. Après plus de 300-400 ans, la momie disparue de la plus grande dirigeante égyptienne avait enfin été retrouvée. Non pas dans la grandeur d'un tombeau royal comme d'autres pharaons, mais dans une chambre oubliée, placée à côté de sa nourrice d'enfance. C'était une image poignante. La nourrice qui avait autrefois bercé la jeune princesse reposait maintenant éternellement aux côtés de la femme devenue pharaon. À ce moment-là, les sables de l'histoire se déplacèrent. La science moderne avait réussi là où la politique ancienne avait échoué, ressuscitant la mémoire d'une reine qui refusait d'être effacée.
la révélation de l'ADN. Même après la redécouverte de la mystérieuse momie dans la tombe KV60, une question continua de hanter les égyptologues. S'agissait-il vraiment du corps de la reine Hatshepsut, la femme légendaire qui osa régner en tant que pharaon? La découverte de la dent qui s'insérait parfaitement dans la mâchoire de la momie avait fourni un indice alléchant. Mais pour le monde de la science, les preuves visuelles ou circonstancielles ne suffisaient pas. Ce qu'il fallait, c'était une preuve biologique solide, une signature génétique qui puisse résister à l'examen. Et ainsi commença l'une des enquêtes scientifiques les plus ambitieuses et les plus délicates jamais entreprises en égyptologie. Au cœur de cet effort se trouvait le docteur Angélique Cortals, une anthropologue légiste de l'Université de Manchester, et le docteur Yahya Gad, un généticien moléculaire du Centre national de recherche égyptien au Caire. Les deux scientifiques faisaient partie d'une nouvelle génération de chercheurs qui croyaient que l'ADN ancien pouvait déverrouiller des secrets que l'archéologie seule ne pouvait pas. Leur mission était d'extraire et d'analyser l'ADN de la momie non identifiée de KV60 et de déterminer une fois pour toutes si elle était bien Hatshepsut. C'était un défi de taille. Le processus de momification dans l'Égypte ancienne, bien que conçu pour préserver le corps pour l'éternité, était ironiquement la raison même pour laquelle l'ADN était si difficile à récupérer. Les embaumeurs avaient utilisé des résines, des sels de natron et des huiles si puissantes qu'ils ont non seulement durci les tissus, mais aussi détruit la plupart du matériel génétique qu'ils contenaient. Ajoutez à cela plus de 300-400 ans de chaleur du désert, d'humidité et de décomposition microbienne, et c'était une mission presque impossible. Extraire l'ADN d'une momie, expliqua le docteur Cortals, c'est comme essayer de lire un manuscrit qui a été brûlé, trempé dans du goudron et mis en pièces. Chaque étape du processus devait être effectuée dans des conditions stériles et contrôlées. Une seule empreinte digitale moderne où une poussière pouvait contaminer les résultats. Les échantillons, de minuscules fragments d'os et de tissus, ont été traités avec un soin extrême et analysés dans des laboratoires distincts afin d'éliminer toute possibilité d'erreur. L'équipe a également utilisé la réaction en chaîne par polymérase, PCR, une méthode qui permet aux scientifiques d'amplifier même les plus petits fragments d'ADN survivants en séquences suffisamment grandes pour être étudiés. Les chercheurs savaient que l'ADN nucléaire, qui contient le code génétique complet d'une personne, serait presque certainement trop dégradé. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l'ADN mitochondrial, le type de matériel génétique transmis par la lignée maternelle, qui est plus résistant à la dégradation. Si la momie KB60 était vraiment Hatshepsut, son ADN mitochondrial devrait présenter des similitudes claires avec celui de ses parents maternels connus au sein de la lignée royale. Les scientifiques ont comparé le matériel génétique à des échantillons prélevés sur d'autres momies connues pour appartenir à sa famille, en particulier Ahmès Néfertari, la matriarche royale vénérée de la 18e dynastie, et Thoutmôsis Tuyer, le père d'Hatshepsut. L'analyse a été minutieuse. Chaque fragment d'ADN ancien a dû être séquencé, recoupé et vérifié par plusieurs laboratoires indépendants. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, alors que l'équipe passait au crible des données génétiques corrompues à la recherche d'une correspondance qui pourrait réécrire l'histoire. Puis, enfin, est venu le moment qui a tout changé. Le séquençage de l'ADN mitochondrial était terminé et il y avait une correspondance. La mystérieuse momie KV60 partageait les mêmes marqueurs génétiques maternels que la lignée royale d'Hatshepsut. La découverte était stupéfiante, une confirmation scientifique qu'il s'agissait bien de la reine perdue d'Égypte. C'était comme si elle nous avait parlé à travers les millénaires, a déclaré le docteur Gad. Son ADN avait conservé sa voix
alors que tout le reste avait été réduit au silence. La révélation génétique n'était qu'une partie de la preuve. Les tomodensitométries avancées ont fourni une image encore plus claire. Ils ont révélé une femme d'une quarantaine à une cinquantaine d'années, ce qui correspond à l'âge estimé d'Hatshepsut au moment de sa mort. Son squelette montrait la prestance royale de quelqu'un habitué à s'asseoir droit sur un trône, et ses organes internes avaient été soigneusement retirés et embaumés comme il convenait à une reine. Mais la confirmation la plus spectaculaire est venue d'une découverte si simple mais si irréfutable qu'elle est devenue le moment décisif de l'enquête. À l'intérieur de la boîte en bois inscrite du cartouche d'Hatshepsut, trouvée des années plus tôt dans une cachette séparée, se trouvait une seule dent. Lorsque les scientifiques ont comparé la tomodensitométrie de la bouche de la momie KV60 à la dent, ils ont découvert une correspondance anatomique parfaite. La racine cassée s'alignait parfaitement avec l'espace dans son os de la mâchoire, correspondant même à la courbure et à l'usure de l'émail. Comme l'a dit plus tard le docteur Hawass, une dent s'insérait parfaitement dans l'alvéole vide de la mâchoire de la momie, une correspondance que même la médecine légale moderne ne pouvait contester. Les implications étaient profondes. Pour la première fois dans l'histoire, l'analyse ADN avait confirmé l'identité d'un ancien souverain égyptien. Ce n'était pas seulement un triomphe de l'archéologie, mais de la science elle-même. Un moment où la technologie remontait à travers les siècles pour donner une voix au silencieux. Grâce à la précision de la génétique moderne, la reine Hatshepsut, la femme qui régna autrefois comme Sa Majesté, Hatshepsut, qui fut ensuite effacée par ses successeurs et resta oubliée pendant plus de 3000 ans, fut finalement rétablie à sa juste place parmi les pharaons immortels du Nil. Son ADN avait fait ce que les inscriptions sur pierre et les statues brisées n'avaient pas pu faire. Il avait rendu son nom éternel une fois de plus. Mais ce n'était pas tout. L'étrange découverte. Pendant des siècles, la fin du règne de la reine Hatshepsut fut entourée de spéculations et de mystères. Lorsque la science moderne a finalement découvert et analysé son ADN, la réponse qui a émergé était bien plus obsédante que n'importe quelle légende. Ce n'est pas la trahison ou le meurtre qui ont fait tomber la grande pharaone d'Égypte, comme beaucoup l'avaient soupçonné, mais plutôt un cruel coup du sort, un tueur silencieux qu'elle s'était elle-même créé. Lorsque les chercheurs ont effectué des tomodensitométries sur la momie KV60, confirmée par l'ADN comme étant celle d'Hatshepsut, les résultats ont été à la fois révélateurs et troublants. Sous les délicates couches de lin et de résine, ils ont fait une étrange découverte. Le corps de la reine, autrefois puissante, racontait une histoire d'immense souffrance. Ses os portaient des signes clairs de cancer des os métastatiques, avec des lésions s'étendant sur son bassin, sa colonne vertébrale et ses fémurs, une maladie qui aurait causé des douleurs atroces dans ses derniers mois. Ses organes et ses tissus mous, bien que desséchés, montraient d'autres preuves d'obésité et de détresse métabolique, suggérant qu'elle ait pu souffrir de diabète de type 2. Les historiens ont été initialement perplexes. Comment une monarque égyptienne, dont le régime alimentaire était généralement riche en fruits, en céréales et en poissons, et dont le mode de vie impliquait souvent des fonctions cérémonielles actives, avait-elle pu développer de telles conditions? Les réponses allaient émerger non pas de sa tombe, mais des objets personnels enterrés avec elle. Parmi les modestes objets trouvés à l'intérieur d'une boîte en bois portant le cartouche d'Hatshepsut se trouvait un petit flacon en albâtre contenant autrefois un baume épais et parfumé ou une lotion médicinale. Pendant des années, cet objet a été considéré comme une simple relique cosmétique, jusqu'à ce que l'analyse chimique révèle son secret glaçant. Le baume contenait du benzopyrène, un composé hydrocarboné semblable au goudron, aujourd'hui reconnu comme l'un des carcinogènes les plus puissants connus de la science. Dans le monde antique,
Le benzopyrène était utilisé sans le savoir dans des mélanges dérivés de résine, de brai et de goudron, des ingrédients courants dans les pommades pour traiter les irritations de la peau ou comme tonique de beauté pour lisser et parfumer la peau. Il semble que Hatshepsut, qui était connu pour son attention aux soins personnels et à la pureté rituelle, ait pu utiliser la lotion fréquemment, la croyant bénéfique. Par une ironie tragique, cette habitude même aurait pu l'empoisonner lentement. Le baume même destiné à préserver sa jeunesse et sa santé, déclenchant potentiellement le cancer qui a mis fin à sa vie. Le docteur Yahya Gad, l'un des principaux généticiens qui ont étudié ces restes, a expliqué que le profil génétique d'Hatshepsut montrait une prédisposition aux troubles métaboliques et oncologiques, y compris l'obésité et le diabète, qui auraient tous deux pu la rendre plus sensible aux effets cancérigènes du benzopyrène. C'était une tempête parfaite, a-t-il dit. Les propres faiblesses de son corps, combinées à l'exposition quotidienne à des composés toxiques, ont pu sceller son destin. Sa santé défaillante pourrait également expliquer la transition de pouvoir longtemps débattue qui a suivi sa mort. Vers la fin de son règne, sa condition qui se détériorait l'a peut-être rendue de plus en plus dépendante des conseillers et des prêtres, diminuant ainsi son contrôle direct sur le trône. Lorsqu'elle est finalement décédée, probablement affaiblie par la maladie plutôt que destituée, son beau-fils et ancien corrégent Thoutmôsis III a peut-être saisi l'occasion de remodeler le récit royal de l'Égypte. Sa campagne ultérieure visant à effacer son nom, à détruire ses statues et à réattribuer ses monuments n'était peut-être pas un acte de rage comme on le croyait autrefois, mais plutôt une tentative calculée de rétablir l'image traditionnelle de la royauté masculine que le règne d'Hatshepsut avait si audacieusement défiée. Grâce à la science, l'ancien mystère de la disparition d'Hatshepsut a finalement été éclairé. Elle n'a pas été assassinée, ni maudite, mais défaite par la cruauté silencieuse de la chimie, un rappel tragique que même ceux qui recherchent l'immortalité doivent encore s'incliner devant la fragilité de la chair. Réécrire l'histoire, la femme derrière le masque. Pendant des générations, l'histoire de la reine Hatshepsut a été éclipsée par des malentendus. Les premiers historiens, interprétant son règne à travers le prisme de la tradition dominée par les hommes, l'ont qualifiée d'usurpatrice, une femme qui a volé le trône d'Égypte à son héritier légitime, Thoutmôsis III. Son adoption de la fausse barbe, des titres masculins et des insignes masculins semblait confirmer cette hypothèse. Pourtant, alors que l'archéologie, l'analyse ADN et une nouvelle génération d'égyptologues ont revisité son héritage, un portrait plus nuancé et plus inspirant a émergé. Hatshepsut n'était pas une prétendante au trône. Elle était une dirigeante visionnaire qui a remodelé la royauté elle-même. La confirmation génétique de son identité et la redécouverte de son temple funéraire à Deir el-Bahri ont insufflé une nouvelle vie à son histoire. Loin de dissimuler sa féminité, Hatshepsut avait redéfini ce que signifiait régner. Ses inscriptions et ses statues alternaient entre des représentations d'un pharaon masculin traditionnel et d'une gracieuse souveraine féminine. Cette dualité délibérée n'était pas une tromperie, c'était un génie politique. En mélangeant l'iconographie masculine et féminine, Hatshepsut s'est projetée comme l'incarnation vivante de Maat, l'équilibre divin de l'ordre et de l'harmonie qui sous-tendait la vie égyptienne. Son règne symbolisait l'unité et non la rébellion. Les fouilles menées par le docteur Zbigniew Zafrański et son équipe polono-égyptienne à Luxor ont mis en lumière à quel point cette fusion d'identité était délibérée. Les reliefs du temple de Deir el-Bahri révèlent des scènes où Hatshepsut est représentée à la fois comme une femme recevant l'approbation divine et comme un pharaon masculin accomplissant des rituels sacrés. Cette représentation fluide communiquait un message puissant à son peuple. Elle était à la fois fille et fils d'Amon,
choisi par les dieux pour maintenir l'ordre cosmique de l'Égypte. La symétrie architecturale du temple, les terrasses montantes alignées sur le soleil, reflétaient sa vision d'un équilibre entre le ciel et la terre, le masculin et le féminin, l'humain et le divin. Grâce à ces découvertes, les chercheurs reconnaissent maintenant que le règne d'Hatchepsout était un règne d'innovation plutôt que d'intrusion. Sa décision d'assumer les insignes masculins n'était pas une tentative d'effacer son genre, mais de le transcender. Elle comprenait que le pouvoir dans l'Égypte ancienne était visuel et symbolique. Pour gouverner efficacement, elle devait correspondre aux attentes spirituelles de la royauté. En fusionnant les identités de reine et de pharaon, elle a créé un nouveau paradigme de leadership qui a brouillé les frontières bien avant que le concept n'existe dans la pensée politique. Ces réalisations ont renforcé cet éclat. Hatshepsut a développé le commerce, lancé des programmes de construction monumentaux et a présidé à près de 20 ans de paix et de prospérité. Ses chefs-d'œuvre architecturaux, en particulier le temple de Der el-Bahari, continuent d'inspirer l'admiration pour leur harmonie et leur sophistication technique. Aujourd'hui, la redécouverte de sa momie et les découvertes qui l'accompagnent obligent les historiens à réécrire sa place dans l'histoire. Hatshepsut n'était pas une usurpatrice intrigante se cachant derrière un masque, mais une pionnière qui a transformé le genre et le pouvoir en outils de stabilité. Dans un monde qui cherchait à la confiner, elle a réimaginé la royauté elle-même et, ce faisant, a gravé son nom non seulement dans la pierre, mais aussi dans le récit durable de l'ingéniosité humaine. Que pensez-vous de cette découverte sur la dirigeante égyptienne? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.